Nous accueillons Alice Maintigneux. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes juge d'application des peines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons plein de questions à vous poser. Et vous En l'espèce, cette affaire, je ne vais pas vous demander vos commentaires sur une affaire en cours, ça c'est une évidence. En revanche, elle interroge des mécanismes dans la façon dont la justice est rendue. On va juste rappeler ce qui s'est passé, Dominique. Bon, les faits, tout le monde les a vus. Il y a cette vidéo, cet homme qui s'en prend à son épouse, il la projette au sol. Bon, il la relève extrêmement violemment. La justice est saisie et derrière, il s'est passé quoi? Alors, la justice est saisie. Derrière, le ministère public demande 2 ans d'emprisonnement ferme avec un mandat de dépôt à l'audience. Mandat de dépôt, c'est-à-dire il reste en prison, quoi, tout de suite. Il va en prison. Il va en prison, il part du tribunal, il va en prison, il est conduit en prison par les agents pénitentiaires qui sont là, qui vont l'emmener en prison. Le tribunal correctionnel a condamné M. Hawass à 1 année de prison ferme. C'est de la prison, hein, c'est pas n'importe quoi, avec sans mandat de dépôt, avec un aménagement de peine. Donc, M. Hawass va rencontrer le 26 juin prochain une juge d'application des peines qui dira ce qui va se passer pour la suite, et vous allez le dire bien mieux que moi. Mais en attendant, on se pose la question, nous déjà, pourquoi attendre le 26 juin, les délais, qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Il est rentré chez lui, donc il est avec sa femme, il est auprès de sa femme, de ses enfants, c'est ce qu'elle souhaitait. Qu'est-ce qui va se passer donc pendant ce... Alors, c'est la première question, pardonnez-moi Dominique, que je vous pose. Alors, même si votre confrère consoeur n'est encore pas entré en jeu dans cette affaire-là, mais qu'est-ce qui détermine que cet homme, peut-être pas celui-là, mais qu'un homme, peut rentrer chez lui malgré la condamnation à 1 an de prison ferme et que le mandat de dépôt n'ait pas été retenu et exécuté? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que nous soyons tous là et que cette affaire-là suscite autant de réactions, ça démontre quelque chose qui est souhaitable et qui est l'abaissement en fait du seuil d'acceptabilité de tous sur la question des violences conjugales. Et évidemment, en corrélation, l'abaissement du seuil d'acceptabilité au niveau judiciaire, parce que je voyais votre bandeau en arrivant dans le studio, la justice était laxiste en lien avec cette affaire, pour dire simplement que le phénomène des violences conjugales est judiciairement largement pris en compte depuis ces dernières années. Vraiment, c'est vraiment une révolution dans la manière de prendre en compte ce contentieux dans toute la chaîne pénale. Et juste un tout petit indicatif, c'est qu'on a doublé en 5 ans, entre 2016 et 2021, 2 fois plus de condamnations pour des faits de violence conjugale. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 fois plus de faits, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'affaires qui sont judiciarisées, qui aboutissent à une condamnation. Parce que, comme je disais, à chaque étape, en fait, chacun prend plus en compte ce phénomène, accroît ses connaissances aussi sur tout ce qui a trait à cette notion des violences conjugales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait tous en tête. Après, la difficulté, évidemment, pour nous entendre, c'est que chaque féminicide attire la lumière, malheureusement, sur lui dans des proportions sans doute logiques avec le drame. Et chaque citoyen interroge la façon dont la justice est rendue, puisqu'il y a tout au long de la chaîne des hommes et des femmes que parfois il y a un dysfonctionnement, que parfois il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, etc. Donc je voudrais revenir à ma question. Je vais venir à votre question. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, en l'occurrence, ne va pas en prison alors que il est reconnu coupable d'avoir frappé sa femme? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'entre l'impunité, c'est-à-dire le fait de ne rien avoir, et l'incarcération, il y a tout un monde, qui est le monde de l'application des peines. Et je suis ravie de venir vous en parler aujourd'hui parce que c'est en effet un monde qui est assez peu connu, assez peu facile à appréhender, moins facile à appréhender en tout cas que la réponse prison qui est très simple à se mentaliser finalement. Et ce monde de l'application des peines, c'est une autre phase judiciaire qui s'ouvre après la condamnation, après le temps de traitement en temps réel qu'on a vu là dans les jours qui se sont déroulés, parce qu'on parle quand même de faits qui sont commis le 26 mai, qui ont été jugés le 30 mai. Donc là, on a quand même une réponse judiciaire qui est rapide, qui est énergique et qui a abouti, comme on le disait à l'instant, à une condamnation à 12 mois d'emprisonnement ferme. Effectivement, le mandat de dépôt, tout le monde doit l'avoir en tête, c'est l'exception. La loi prévoit... Aller en prison, c'est l'exception. Aller en prison, c'est l'exception. Pourquoi c'est l'exception, aller en prison? Parce qu'aller en prison, ce n'est pas la réponse la plus efficace quand on réfléchit à notre objectif commun à tous, qui est lequel? Prévenir la commission de nouvelles infractions. Et alors là, je refais pause un instant, excusez-moi, je me tourne vers Dominique Rézier. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de prononcé en attendant? Là, non. Il n'y a pas de mandat de dépôt, donc il n'y a pas de bracelet. La réponse, vous pensez que c'est laisser cette femme victime, qui aurait pu être tuée d'ailleurs, hein, il ne faut pas minimiser les choses, la manière dont il s'en prenait à elle, il aurait pu la tuer. Il suffisait d'un coup un peu plus fort, il aurait pu la tuer, donc ça n'est pas banal. Est-ce que vous pensez que c'est la réponse voulue pour une victime qui se prétend finalement amoureuse de son mari, ou en tout cas avoir besoin de lui? Est-ce que c'est la réponse la plus adaptée? Je vais aller au bout parce que là, on n'a pas été...
je vous ai pas dit quelle était la réponse, hein. Et évidemment que tout ça est très nuancé et qu'avec des i, on aurait pu, mais alors la justice ne se base jamais sur des on aurait pu. Non, mais Parce c'est pas que sinon, on on aurait pu. incarcère J'ai pas dit ça. Ça vit j'ai absolument pas dit tout ça, le monde. le juge. Ah si, vous Non, venez de dire, j'ai il pas aurait dit pu ça. la tuer. C'est pas là-dessus qu'on prend des Bah, décisions écoutez, judiciaires, heureusement. vu la violence de la scène, Oui, mais c'est une éventualité qui n'est pas survenue, heureusement. Alors, Ce n'est justement, pas là-dessus que les décisions judiciaires. pardonnez-moi, ce que vous dites est très intéressant. Si je peux me permettre, cet échange, je pense, est très signifiant pour les gens qui nous regardent. Parce que beaucoup, je pense, de téléspectatrices et téléspectateurs se posent cette question. Bien sûr. Se disent, attendez, madame la juge, ça aurait pu être un drame, et là, il est avec elle à son domicile. Que se passe-t-il? Alors, qu'est-ce qui fonctionne pour éviter ces drames? Comment peut-on être sûr qu'il ne va pas lui faire du mal à nouveau? Alors, c'est ça la question. Comment être sûr alors, déjà, être sûr, je suis désolée de vous dire à tous qu'on ne peut jamais être sûr. Donc ça, là-dessus, il faut tous qu'on soit clair. On ne peut pas être sûr. Et on ne sera pas sûr non plus si on l'envoie en détention, parce que quel est le but de tout ça? Le processus judiciaire, il sert à quoi? Il sert à éviter la récidive, mais non pas seulement le temps de l'exécution de la peine. Il sert à éviter la récidive une fois que la peine a fini d'être exécutée. Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'agir sur les problématiques de fond, les raisons qui ont conduit au passage à l'acte. C'est ça le but de l'intervention judiciaire. Et ça, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évaluer, il faut analyser, il ne faut pas calquer des représentations sur les violences conjugales qui ne s'appliquent pas forcément à toutes les situations individuelles. C'est ça la différence. On parle de phénomènes de violence conjugale, mais les décisions judiciaires, là, on s'intéresse à des gens, à un couple, à des individualités, à une relation qu'il faut pouvoir analyser finement, évaluer, avant de pouvoir déterminer quelle va être la modalité de peine efficace. Qu'est-ce que vous faites réagir, Johanna? J'ai la chair de poule. moi aussi. J'ai la chair de poule. On va évaluer quand ils vont être 2022, chez eux. 113 femmes sont tuées sous les coups de leur mari, 113 féminicides, des crimes, Qu'est-ce qui est contraire avec ce que des nous crimes dit, de là, possession, je m'en une femme tous les 3 jours et demi, des femmes qui ont alerté, des hommes qui se justifient toujours de leur violence. Cette année, enfin hier, 1er juin, 47e victime de féminicide. Mais il n'y Et a, là, il y a absolument aucune contradiction entre ce qu'on on dit. met un bourreau avec une victime qui Mais s'ignore. oui. Alors, Alors, moi, j'entends ce langage, moi j'entends votre langage, madame, je comprends ce langage et je trouve que c'est le langage adapté parce que aucune affaire, c'est ce que vous étiez en train de me dire, aucune affaire ne ressemble à une autre et rien ne dit que cet homme va continuer à battre sa femme et en attendant, la justice doit s'adapter à chaque affaire. Et surtout, la justice n'a pas rien J'espère fait. que La le justice temps- n'a pas rien fait, c'est j'espère ça. que le temps vous donnera raison. Non mais la justice n'a pas rien fait dans cette affaire, c'est vraiment ça le message à passer là. Là, on a l'impression, on a l'impression C'est qu'il beaucoup un an de a prison été ferme. classé, enfin l'affaire a été classée sans suite ou qu'il a été relaxé. Un C'est an du de tout prison, ce qui s'est c'est une passé. peine. Il va faire un an. Alors, en Pas fait, forcément à domicile. Alors non, ça, c'est là-dessus qu'il faut revenir aussi. l'incompréhension mais traduite sur le plateau par Johanna, elle tient à cette phrase. C'est que, je pense pour les gens qui nous regardent, il est chez lui avec elle. Oui, avec elle. Donc Il c'est est- ça sa prison. Alors, Ouais. Mais En non, fait, mais Non, parce mais que il y a une suite, il y aura une suite. Excusez-moi, allez au bout de votre propos pour qu'on il y comprenne. aura une suite. Alors, sur cette question aussi de la victime qui s'ignore et il est au domicile avec la victime, certes, elle a été d'accord, mais peut-être qu'elle est, alors, tout ce qu'on entend, sous emprise, etc. Là-dessus, moi, à mon avis, c'est très important alors, ce phénomène d'emprise, il existe dans certains dossiers de violence conjugale. C'est important que nous, les magistrats, que les personnes qui interviennent connaissent ce phénomène d'emprise pour justement savoir analyser les paroles des victimes, les positionnements, savoir aussi se positionner par rapport à des revirements de position des victimes, à une ambivalence de certaines victimes qui est intrinsèque à ce contentieux. Mais là, on parle de relations de couple, donc il y a des faits de violence conjugale, mais qui se situent dans un historique, qui se situent dans des relations de dépendance économique, affective, et donc il y a une ambivalence, donc on a des victimes qui évoluent dans leur positionnement. Tout ça, c'est très important que les acteurs judiciaires, policiers, les connaissent pour pouvoir prendre en compte. En revanche, ce qui est à mon avis très important aussi, c'est de ne pas calquer systématiquement, moi je ne connais pas ce couple, pas plus que vous. Je ne connais pas cette C'est femme, pour ça je que ne je vous connais demande pas encore cet l'espèce homme. de vous prononcer Non, sur mais ce donc, cas. Calquer, dire c'est une victime qui s'ignore, elle ne s'ignore pas. Elle s'est constituée partie civile dans ce dossier. Ça veut dire qu'elle a souhaité être reconnue comme victime. Là où elle a fait une part des choses qui peut-être on pourrait faire la même, c'est de dire je suis victime de violence, j'ai été victime d'un acte de violence, je veux qu'il soit puni puisque je veux qu'il soit reconnu auteur de faits de violence puisque je me suis constituée partie civile. En revanche, j'estime que la bonne solution n'est pas de l'incarcérer pour une longue durée ce soir. Maître Bonajunta, je vous réagir. Est-ce que cette femme avait le choix de dire le contraire? Et puis vous dites, nous on ne sait pas, mais est-ce que le tribunal sait comment ça va se passer? Les magistrats qui ont pris la décision, est-ce qu'elles savent que ça va bien se passer? Moi je suis toujours très inquiète. Je suis toujours très inquiète, il y a toujours un ascendant. Un homme qui tape de cette manière a un ascendant. Et je pense que ça n'est pas la première fois. Et les mettre ensemble, moi, enfin, je critique pas la décision, elle est faite. Mais pourquoi les mettre ensemble? Pourquoi ne pas avoir dit,
Mais écoutez, là, en l'occurrence, personne n'a dit qu'ils étaient ensemble pour l'instant à domicile obligatoirement. Il n'a pas lui, il est en détention, il n'a pas d'interdiction. Le débat a dû avoir lieu à l'audience. Le débat sur les interdictions de contact et de paraître dans ce type de dossier, il est systématique. Ça a été débattu. Pas systématique, parce qu'elle a dit je vais le retrouver. Le débat est systématique. La question s'est forcément posée. Mes collègues en délibéré se sont obligatoirement posé cette question. Alors, pardonnez-moi pour essayer d'avancer un petit peu dans nos échanges, non pas que ça ne soit pas intéressant, mais est-ce que vous nous dites en gros ce soir que le principe d'éloignement, a priori, je devais le qualifier comme ça, je suis pas sûr que ce soit très juridique comme qualification, mais le principe d'éloignement a priori, ce ne serait pas la bonne solution? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je parle pas dans cette affaire, je parle de manière générale. Non mais alors ça, dans la majorité, il y a énormément de cas de dossiers de violence conjugale où même avant jugement, parfois il n'y a pas de détention provisoire, mais il y a des mesures de contrôle judiciaire où la mesure la plus communément prise, ce sont des mesures d'éloignement, d'interdiction de contact et d'interdiction de paraître. Qu'est-ce qui a fait que les collègues ont pris une décision différente dans ce dossier? Je ne peux pas vous le dire. On a des bribes, effectivement, on sait comment elle s'est positionnée. Moi, ce que je veux dire, ce qui est très important, est-ce que la victime avait le choix? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de ça? Ce qu'on peut faire, c'est s'assurer qu'elle soit assurée par un avocat, ce qui était le cas. Un avocat qui soit quand même conscient des enjeux et qui puisse l'assister, lui expliquer la procédure, lui dire comment elle peut se positionner. On a aussi des associations d'aide aux victimes, et dans un dossier comme celui-là, je mets la main à couper qu'il y a une évaluation en cours par une association d'aide aux victimes pour qu'elle soit accompagnée par des juristes, par des assistants sociaux et par des psychologues qui sont spécialisés dans l'accompagnement des victimes, justement dans cette phase actuelle. Si, justement dans cette phase. Je suis désolée, mes clientes, elles n'ont pas systématiquement un accompagnement. Je suis désolée. Et il faut saisir les associations d'aide aux victimes dans ce cas. On a des bureaux d'aide aux victimes dans chaque juridiction dont c'est le métier. Donc, pour le coup, ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place autour des victimes, effectivement, pour s'assurer que leur positionnement soit éclairé, qu'elles puissent changer d'avis aussi, qu'elles aient des relais pour dire si elles changent d'avis. Si cette victime-là, à un moment donné, finalement chemine différemment et veut dire qu'elle change d'avis, qu'elle sache quels sont ses interlocuteurs, parce que ça va pouvoir évoluer tout au long de l'exécution de la peine. Voilà. Oui, je comprends très bien ce qui est dit. C'est le métier de juge, mais c'est vrai que de mon point de vue, et du point de vue de la santé mentale, je trouve qu'on est très indulgent avec les auteurs de violences conjugales et finalement, il y a des doubles peines pour ces femmes potentiellement victimes. Moi aussi, je suis très inquiète pour elles. J'aurais aimé qu'elle soit vue, qu'elle puisse être mise à distance quelques jours, quelques heures de son époux, juste pour pouvoir discuter avec elle, voir si ce qu'elle pense être de l'amour n'est pas en réalité de la peur. En l'occurrence, elle a été 48 heures en détention provisoire. Je suis pas bien sûre que ça suffit tout à fait pour cheminer. C'est pas ce que je dis. Et lui aussi a besoin de cheminer. Bien sûr, il a besoin de cheminer. Et c'est justement là quand même où je voulais revenir sur cette question de la phase judiciaire qui s'ouvre maintenant, qui est la phase dite post-sententielle après le prononcé de la peine et qui est une phase du procès en soi et qui va se dérouler avec vraiment cet objectif d'arriver à le faire évoluer, à agir sur les facteurs qu'on aura identifiés. Qu'est-ce qui a conduit à ce passage-là? Alors, excusez-moi, madame, je vous coupe un instant pour bien comprendre les choses. Un homme, en l'espèce, est condamné. Il arrive dans votre bureau avec son représentant, avec son avocat, c'est ça? S'il le souhaite. S'il le souhaite. Et c'est vous qui allez décider si cette peine est appliquée en tant que telle, si elle doit être négociée, amendée, aménagée. Est-ce qu'elle peut être renforcée, alourdie? Alors, jusqu'où est-ce que vous pouvez aller? Donc mon cadre, c'est la décision prononcée par le tribunal correctionnel qui est cette peine de 12 mois d'emprisonnement. Ce sont les modalités d'exécution de cette peine d'emprisonnement qui vont être décidées par le juge d'application des peines. En l'occurrence, il sera forcément placé sous écrou. La question, c'est est-ce que c'est un écrou qui se déroulera effectivement en détention à domicile sous surveillance électronique, en bracelet électronique, dans un domicile qui ne sera pas forcément le domicile conjugal, parce que ça, c'est évidemment le débat qui va s'ouvrir là et qui va être très présent à l'esprit du collège juge d'application des peines. Est-ce qu'il est opportun de faire exécuter un bracelet électronique au domicile conjugal pour des faits de violence conjugale? La question se pose et les réponses sont nuancées selon les dossiers, même si d'une manière générale, c'est pas la solution privilégiée, bien sûr. Et autre option, la semi-liberté, c'est-à-dire qu'il sort en journée pour exécuter, pour travailler, faire des soins, voilà. Et la nuit, il rentre dans un établissement pénitentiaire. Voilà, en gros, les deux modalités qui vont se poser. Est-ce que, pardonnez-moi, je tourne vers Maître Bonajunta. Les peines que vous voyez, vous, appliquer, est-ce qu'elles sont... alors, vous allez me dire, vous êtes côté partie civile, côté défense, évidemment, mais est-ce que vous les jugez adéquates à ce que traversent les victimes de ces violences? Certaines, oui, mais... En règle générale, les auteurs ne sont pas punis comme ils devraient l'être, compte tenu des textes qui existent. C'est une circonstance aggravante que de commettre des violences sur son épouse ou sur sa concubine ou l'ex-épouse ou l'ex-concubine. Et en réalité, il n'y a pas des peines qui dissuadent ces auteurs.
Et c'est ça qui finalement, ils n'arrêtent pas de leur dire, de toute façon, j'ai beau de faire ce que je veux, je ne serai pas puni. Ils ont compris le cheminement. Ils arrivent, oui, madame. Non, mais je suis obligée Moi, je suis sur le terrain tous les jours et je peux vous dire que je vois des catastrophes. Donc, vous trouvez tout idéal, mais ça n'est absolument pas idéal. Et je pense que les magistrats... C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais je dis surtout que en fait, là, le débat, c'est est-ce qu'il aurait été plus efficace de l'envoyer en détention le soir de Monsieur l'audience. me demandait en général. C'est quand même la question qu'on se pose. Je voudrais vous poser une question, Madame la juge. Vous avez dit tout à l'heure, on peut l'assigner à résidence avec un bracelet, ailleurs que chez lui. Comment ça se passe dans ce cas-là? Sa femme reste dans le domicile conjugal avec les enfants. Ça, c'est quand même le principe. Là, c'est normal. Et lui, on l'assigne à résidence, comment on fait? Alors là, dans cette hypothèse-là, ce sera à lui de proposer un hébergement alternatif. Si l'hypothèse, s'il propose un hébergement alternatif dans un cadre familial ou autre, ça peut être une option qui sera retenue pour l'exécution. Si on n'a pas, là, la question se posera, soit la semi-liberté, soit, encore une fois, je ne connais pas les détails de ce dossier, en fonction des évaluations... Pardon, quand il... soit... vous avez bien compris que c'est une question dans l'absolu, c'est-à-dire je ne vous demande pas de commenter une nouvelle fois le cas d'espèce. Soit c'est son domicile habituel, soit c'est... Mais encore une fois, dans les dossiers de violence conjugale, c'est vraiment l'exception des bracelets électroniques pour des faits de violence conjugale au domicile conjugal, c'est vraiment pas la situation qui est privilégiée. Est-ce que vous pensez... Alors, pardon, Johanna, parce qu'on n'a plus de temps, je voudrais poser une dernière question. Oui, moi aussi j'avais une question, je voulais savoir dans la décision d'application, comment vous évaluez le risque de récidive? Est-ce que vous évaluez le risque de récidive? On évalue, mais c'est tout l'enjeu de cette phase-là, c'est ce que je disais. En fait, c'est un travail d'un de nos partenaires qui s'appelle le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, et c'est des méthodes criminologiques qui existent avec... c'est vraiment une méthodologie spécifique, et l'idée, c'est de déterminer les facteurs. Là, par exemple, sur les violences conjugales, il y a à déconstruire des schémas de pensée, une manière de se positionner dans les relations, la conception de la femme, de sa propre masculinité, et juste un mot là-dessus. La prison ne sera jamais un modèle d'éducation ou de rééducation au féminisme ou à l'égalité homme-femme. Voilà. Donc, il est clair que tout ce qui est mis en place en milieu ouvert, dont j'ai pas le temps de parler, mais qui est pléthorique sur les questions des violences conjugales, même s'il faudrait beaucoup plus de moyens là-dessus, évidemment, est beaucoup plus adapté pour le faire cheminer et arriver en fin de peine à ce qu'il soit dans des dispositions autres et qui ne reproduisent pas les faits sur cette victime, mais sur d'autres non plus, parce que c'est pas l'enjeu. Est-ce que vous pouvez vous avez le droit de demander aux avocats de sortir pour vous entretenir un instant avec l'auteur des faits ou la victime? Non. Vous n'avez pas le droit de si la victime souhaite avoir son avocat, nous on ne peut pas congédier un avocat. Alors il faut aussi qu'ils soient d'accord sur l'obligation sur les soins, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord. Alors les soins, on n'a pas besoin qu'ils soient d'accord pour les prononcer. Et si on estime que c'est nécessaire qu'on les prononce et qu'ils ne les exécutent pas, comme toutes les modalités qu'on fixera pour l'exécution de sa peine, la sanction, c'est le retrait de l'aménagement de peine et donc l'exécution en détention, ce qui est très fréquent. J'ai une dernière question qui était liée à la précédente et vous allez comprendre. Est-ce que vous estimez, vous, être suffisamment formé? En termes, vous avez bien compris, c'est une bonne question. Des difficultés émotionnelles, psychologiques, etc. C'est une excellente question qui se pose à ce contentieux-là, mais à d'autres aussi, parce que les magistrats, nous sommes généralistes. Notre expertise à nous, c'est une expertise de droit juridique, mais en réalité, notre droit, il s'applique à quoi? Il s'applique à des réalités humaines et sociales. Donc, chaque domaine dans lequel on intervient, pour bien intervenir, il faut au mieux connaître la réalité humaine et sociale sur laquelle on est. Vous savez quoi? Vous pourrez revenir sur ce plateau, on a plus le temps, on en parle parce que c'est passionnant. Oui. On va vous offrir un petit séminaire avec Johanna Rosenblum qui va pouvoir vous perfectionner encore sur ces sujets. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cet échange vraiment très intéressant. Suite de votre soirée sur BFM TV, très belle soirée et à demain 13h pour l'époque technique.